toutes et à tous. Bienvenue ici à Tangram. Bienvenue à toutes et à tous pour un moment d'exception. D'exception pourquoi? Parce que la France accueillera le G7 lundi prochain, dans 7 jours exactement. Qui mieux que celui qui a été encore récemment, moins de 10 mois, le chef d'état-major des armées pour pouvoir décrypter le monde d'aujourd'hui, un monde de plus en plus fragmenté, et de pouvoir apporter dès ce soir des sujets, des explications qui vont être débattues très certainement à Évian d'ici quelques jours. Je salue bien entendu tous les représentants, le préfet de région, également l'ensemble des représentants des collectivités locales, mais sans plus attendre, celui qui va animer notre soirée et nous apporter des réponses sur les enjeux du monde, c'est l'heure des choix et c'est avec le général Thierry Burkhardt. Monsieur le Président, Monsieur Rodolphe Saadé, Président, Madame Tania Saadé-Zeni, Monsieur le Préfet, cher Jacques, Monsieur le Général Commandant de la zone de défense et de sécurité sud, Monsieur le Général Commandant de la gendarmerie, Mesdames, Messieurs, chers auditeurs du Tangram Talks, je suis bien évidemment très heureux d'être ici avec vous ce soir et aussi un peu impressionné devant une telle salle et une telle assemblée. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir invité ici pour intervenir. J'ai regardé ce qui se faisait, quels étaient les gens qui étaient invités ici, et j'ai constaté que c'était assez diversifié, qu'il y avait vraiment tout. Donc je vais essayer, dans ma partie, de vous apporter quelques éclairages et de rester avec un échange que j'espère actif et éclectique en essayant de répondre. Ce que je vous propose, le but étant de laisser, à mon avis, le maximum de temps aux échanges, d'aller assez vite sur ma partie propos liminaire. Pour ça, je voudrais introduire le sujet tout d'abord en faisant une analyse assez rapide de l'environnement stratégique. L'environnement stratégique, en fait, c'est tout simplement le monde dans lequel on vit. En fait, vous le voyez comme moi. Il n'y a pas que moi qui le vois, l'environnement stratégique. Mais essayer de donner quelques grilles de lecture, en tout cas quelques clés pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe, même si ce n'est pas si simple. Et ensuite, une deuxième partie pour décrire les axes sur lesquels probablement il faut qu'on s'attache à aller pour essayer de continuer à rester dans la course, à peser dans le monde d'aujourd'hui. L'environnement stratégique, c'est toujours important. En fait, on n'agit pas en suspension. En fait, on agit parce qu'il y a un monde autour de nous et des choses qui bougent et qu'il faut qu'on essaye de conduire et d'atteindre nos objectifs. Donc la compréhension du monde est importante. Si je vous dis que les crises dans le monde aujourd'hui se multiplient, enfin vous allez dire, ils ne nous apportent pas grand-chose, vous le voyez comme moi, mais je pense que c'est quand même une évolution. Les crises se multiplient, en fait, aujourd'hui se superposent. On a été dans une période où une crise chassait l'autre. En fait, c'est plus du tout ce qui se passe aujourd'hui. Et pour un peu objectiver ça, il y a 30 ans, le CICR, qui est un peu le gardien du décompte des crises, avec des paramètres qui lui sont propres, il y avait 30 crises. Aujourd'hui, il y en a 120. Donc, ce n'est pas seulement une perception, il y a effectivement une augmentation de la violence très, très claire. C'est également un monde qui est beaucoup plus stratégique parce qu'en fait, tous les domaines de l'activité humaine aujourd'hui sont impliqués dans les crises. Il y a non pas que les crises avant étaient moins importantes, mais finalement touchaient moins d'activités, en tout cas avaient moins d'impact. Je pense qu'aussi, c'est un monde où les alliances traditionnelles sont remises en cause, et c'est quelque chose qui est assez important et qui a des impacts assez forts. Et on voit bien que ce système d'alliance, en fait, est aujourd'hui en train de se transformer plutôt au profit de sphères d'influence avec des acteurs qui ont toujours agi comme ça, les Chinois en particulier, les Russes plutôt dans le domaine sécuritaire. Mais en fait, ce qui est nouveau, c'est que les Américains en fait, ont cette approche-là aujourd'hui et ça se sent assez nettement. En fait, dans ce nouveau monde, dans ce nouveau système, la question qui se pose est quel rôle et quelle place pour la France et pour l'Europe? Qu'est-ce qu'elles veulent jouer dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde de demain? Et comment faire? Le deuxième point, c'est que l'Europe et la France, puisqu'en fait c'est rarement dissociable dans ce domaine-là, en fait se retrouvent aujourd'hui un peu entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire d'une certaine manière entre la Russie, qui constitue une menace durable, dont il faut être conscient, et d'un autre côté les États-Unis, qui semblent constituer une menace, néanmoins avec une incertitude grandissante quant à leur niveau d'engagement à notre profit, ou en tout cas pour assurer notre sécurité. La menace russe durable, en fait, pour le continent européen, c'est la Russie qui le constitue, et qu'en Ukraine, c'est la sortie de la guerre, en fait, aura un impact extrêmement fort sur la sécurité du continent européen et notre sécurité pour les décennies qui viennent. Une victoire russe, ça serait un échec européen, plus qu'un échec américain, un échec européen. Et très clairement, ça ferait de nous des gens qui, dans un monde où
la force est un paramètre principal, en fait, on afficherait notre faiblesse. Et dans un monde, en fait, où les faibles n'ont pas leur place. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien surveiller. Ensuite, l'incertitude américaine, qui est de moins en moins incertaine, en fait, quant à leur volonté de s'engager à nos côtés pour la sécurité du continent européen. Elle s'accompagne, vous le voyez tous les jours, d'une communication assez brutale. En fait, une communication brutale qui maltraite probablement un peu plus les pays soi-disant amis des États-Unis que les ennemis. Donc, c'est pas très confortable. Cette situation, je le dis, elle n'est pas très confortable pour personne. Mais je pense qu'en France, on sous-estime l'impact que ça a beaucoup plus fort pour les pays européens. Non pas qu'on n'est pas l'allié des États-Unis, on l'a toujours été, dans le domaine militaire en particulier, qui est notre partenaire majeur et qui l'est encore probablement. Mais pour autant, pour les autres pays, en fait, voir l'attitude américaine changer et finalement créer une incertitude dans la relation entre les Américains et la sécurité du continent européen est très, très déstabilisateur pour les autres pays européens. Et que, de fait, ils sont un peu figés. Et je pense qu'ils essayent encore d'espérer, de voir comment essayer de raccrocher les États-Unis. Je pense que ceci est une époque révolue. Et il faut que nos amis européens en prennent assez vite bien la mesure. Enfin, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui a changé dans le mode de déclenchement des guerres et la manière dont ils se conduisent. Non pas qu'on ait fait des guerres faciles dans les 30 dernières années, qu'on peut... dans un horizon visible, c'est un peu les opérations de maintien de la paix en Bosnie. Ce n'étaient pas des opérations simples. Ensuite, ça a été la guerre contre le terrorisme militarisé, que ce soit en Afghanistan, en Irak ou encore au Sahel. Et en fait, ces guerres-là, elles avaient comme caractéristique que finalement, en fait, nos autorités politiques et les autorités militaires avaient la possibilité d'en choisir l'intensité. Et que c'était à ce titre-là plutôt des guerres choisies. Et qu'en fait, si on ne tuait pas des djihadistes pendant une semaine parce qu'on décidait de plus consommer de munitions ou parce qu'on n'en avait plus, en fait, ça ne changeait pas grand-chose. En fait, aujourd'hui, véritablement, on est passé dans des guerres qui peuvent nous être imposées et que le curseur, ce n'est pas nous qui pouvons forcément le fixer. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, déjà dans le dimensionnement et la construction de notre modèle d'armée, et avec un impact très très fort sur la soutenabilité. Et ça, c'est aujourd'hui le maître mot. Je pense que c'est le mot le plus dimensionnant aujourd'hui qu'on a, puisque c'est face à une guerre qui peut nous être imposée, il faut être capable de soutenir dans la durée. Donc ça évolue très vite. Je pense qu'il existe néanmoins des marqueurs qui peuvent qui nous permettent de mieux décrypter ce qui est en train de se passer et comment se positionner. Je les ai identifiés à hauteur de 4. Il peut y en avoir plus, mais le premier marqueur, c'est la dynamique de l'emploi de la force. En fait, aujourd'hui, et ça fait maintenant quelques années, on ne peut pas être surpris, en fait, aujourd'hui, l'emploi de la force est le moyen le plus simple, quand on en dispose, pour arriver à ses fins. Et qu'aujourd'hui, on ne cherche pas à négocier, on ne cherche pas de compromis. En fait, si on a la force et qu'on en dispose et que l'autre est plus faible, en fait, on emploie la force. Évidemment, c'est quelque chose qui nous fait sortir un peu des habitudes qui avaient été mises en place depuis 1945, avec la mise en place de l'ONU. Le rapport de force est l'instrument majeur des relations internationales. C'est l'Ukraine, la Russie qui peut être l'exemple le plus évident, mais en fait c'est aussi Israël, Gaza, le Liban, c'est l'Iran, les États-Unis, Israël, c'est le Rwanda, la République démocratique du Congo. C'est quelque chose qui est devenu l'outil, et c'est quelque chose qui est compris comme ça. Je constate même que parfois, le degré de létalité des modes d'action, en fait le degré de létalité, c'est tuer des gens. Et en fait, quelquefois, des modes d'action sont choisis spécifiquement parce qu'ils sont très létaux, en considérant que c'est ça qui permet d'afficher la détermination. Le deuxième marqueur, c'est la volonté de mettre en place un ordre alternatif, qui est très très clair, là aussi. Il y a bien évidemment un déclin relatif de l'Occident, en tout cas qui peut être vu comme ça. Il y a aussi des valeurs européennes qui sont contestées, mais c'est aussi une fragmentation de l'ordre international. Ordre international qui est fondé sur le droit, qui a été mis en place et construit à partir de 1945, contestation des règles et des normes tirées des valeurs qu'on pensait comme universelles et reconnues comme ça. Mais c'est aussi, ça se traduit, conséquence ou origine, par une impuissance croissante des institutions internationales dans la régulation des crises. La Russie est le chef de la tête de file, et c'est Poutine, en fait, qui est la tête de file, qui porte le porte-étendard de cette volonté de désoccidentalisation et de mettre en place un ordre alternatif. Il a néanmoins été très suivi. Il n'est pas seul à mener ce combat-là, pas forcément pour les mêmes raisons. Je pense que ce groupe qu'on appelle Sud Global, qui à mon avis ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas les nations, la volonté de mettre en place un ordre alternatif et de dire, depuis maintenant 80 ans, en fait, finalement, on vit sur des règles qui ne nous avantagent pas et on doit mettre en place nos règles à nous, est quelque chose qui est extrêmement fort et qu'on doit prendre en compte.
Ce qui déstabilise particulièrement ce mouvement-là, c'est évidemment la position américaine qui, en fait, accentue ce mouvement-là. En fait, la remise en cause des Nations Unies, des règles, des normes, en fait, les États-Unis, aujourd'hui, le portent aussi. Et c'est en ça que c'est plutôt, je parle de valeurs européennes plus que de valeurs occidentales, mais c'est quelque chose qui est très inquiétant. Donc ça, c'est le deuxième marqueur. Le troisième marqueur, c'est la puissance de l'information via le développement des technologies et la numérisation de nos sociétés, qui confère donc à l'information une valeur stratégique et exceptionnelle. Ça permet à nos compétiteurs de mener des actions extrêmement offensives. En plus, ils peuvent s'appuyer logiquement sur des stratégies de long terme, parce qu'ils ont des gouvernements qui durent, et ils ont des choses qui sont extrêmement puissantes et complètement désinhibées. Et tout est permis dans ce domaine-là. En fait, ça permet même le déni plausible. Une guerre informationnelle qui loupe, en fait, c'est pas très compliqué de dire c'est pas nous et c'est pas ce qu'on voulait faire. C'est bien évidemment des actions qui se situent sous le seuil de l'engagement. Et il y a une utilisation maximale des caractéristiques de nos sociétés, c'est-à-dire notre perméabilité à l'information et un peu notre dépendance, ou en tout cas notre lien très très fort avec tout ce qui constitue réseaux sociaux. En termes de perspective, je pense qu'on est... C'est pas qu'on est au début de la guerre informationnelle. La guerre informationnelle, elle existe depuis longtemps. Mais en fait, aujourd'hui, les caractéristiques numériques, le développement de l'intelligence artificielle permet en fait de faire des choses assez extraordinaires et assez graves. Vous voyez bien qu'on a longtemps dit, en fait, il faut le voir pour le croire. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit est quelque chose qui est remis en cause. Donc la guerre informationnelle, c'est très très fort. En arrière-plan, la question qui se pose, est-ce qu'on peut encore imaginer des élections qui se situent sans ingérence, qu'elles soient étrangères ou intérieures, mais en fait fondées sur l'intelligence artificielle et sur l'information. Le dernier marqueur, qui se situe probablement à un niveau différent, mais je pense qu'on ne peut pas le négliger, c'est l'impact du changement climatique. Le changement climatique est quand même un vrai catalyseur de chaos. Et en fait, aujourd'hui, qui s'applique dans le monde entier, ou presque, c'est pas seulement nos alliés, en fait, on est nous-mêmes plus ou moins directement touchés. Et nos partenaires, en fait, certains de nos partenaires, finalement, c'est devenu la priorité numéro 1. Et que si on n'est pas capable d'intégrer, en fait, quelles sont les vraies menaces, je pense que c'est quelque chose qui nous disqualifiera. Pour reboucler avec le point précédent, évidemment, vous pouvez compter sur nos grands compétiteurs pour dire à ces pays-là que finalement, l'eau qui monte et le désert qui avance, c'est seulement la conséquence du développement des pays occidentaux et des pays européens en particulier, et qu'en payent les conséquences. Donc, on doit prendre ça en compte. Voilà, donc pour résumer un peu cet environnement stratégique, je pense qu'il y a un vrai changement de référentiel, et il faut en être conscient. Je ne vois pas de stabilisation à court terme. Ce n'est pas quelque chose qui est passager. Et je pense même que c'est des effets cliqués. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière dans un temps prévisible. Et donc, on ne peut pas seulement se dire, essayons de voir comment gérons au mieux la situation et ensuite ça ira mieux. Je pense qu'il faut s'engager véritablement avec une bonne perception de ce qu'est le monde d'aujourd'hui et comment on essaye d'y manœuvrer. Donc, pour répondre à ces défis, il y a 4 choses. En tout cas, il y a un impératif et 3 axes d'effort qui me semblent importants. Le premier impératif, c'est sanctuariser le cœur de souveraineté. En fait, dans un monde où on peut être menacé par tous, je pense qu'il est vraiment important, non pas de se défendre très loin devant avec des espèces de lignes Maginot. En fait, ça ne marche pas. Mais en fait, il faut bien identifier ce qui est vital et ce qui doit absolument être défendu. C'est assez simple. En fait, pour la France, c'est le sujet de la dissuasion nucléaire. C'est le cœur de nos stratégies de défense. Et il y a tout qui doit être fait pour maintenir la dissuasion et la rendre, continuer à la rendre la plus crédible qui soit. C'est vraiment important. Je pense qu'il y a aussi tout ce qui constitue le sujet du renseignement, notre capacité autonome d'appréciation de situation. Dans un monde où on ne peut pas véritablement croire ce qu'on voit, je pense qu'il est important d'être capable de voir soi-même, ou en tout cas d'avoir confiance en ce qu'on voit ou en ce qu'on nous donne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Et après, c'est vrai un peu dans tous les domaines. C'est vrai dans le domaine cyber, c'est vrai dans le domaine de la défense aérienne. Je pense que c'est très important. Il y a un dernier point qui est vraiment notre cœur de souveraineté. En fait, c'est les hommes et les femmes. Et vous comprenez bien qu'on peut avoir une LPM à 300 milliards un jour si en fait on ne recrute plus des jeunes Français et des jeunes Françaises qui en fait acceptent de défendre leur pays sous statut militaire. En fait, c'est quelque chose qui ne servira à rien. Donc ça, c'est dans le domaine militaire. Mais je pense que c'est ce sujet de ressources humaines comme bien précieux est quelque chose qui dépasse les armées et qu'en fait, qui nous concerne tous. Et ensuite, il y a 3 axes d'effort autour de cet impératif de cœur de souveraineté. Le premier axe d'effort est la cohésion nationale. Et ce n'est pas placé en premier par hasard. Et donc, vous voyez bien que ce n'est pas un sujet qui est strictement militaire, c'est vraiment un sujet qui est national. Mais je pense que la cohésion nationale, c'est vraiment le centre de gravité de la résilience d'une nation.
Et probablement que si un jour on essaie de décrire comment la résistance ukrainienne s'est faite, je pense que la cohésion nationale ukrainienne est probablement le moteur principal, au-delà de leur courage, au-delà de leur imagination, au-delà de leur détermination. Mais ce qui tient, c'est parce que chaque soldat ukrainien, en fait, il défend son village, il défend son pont, il défend sa forêt, il défend en fait les siens qui sont derrière. Et je pense que la cohésion nationale est vraiment quelque chose qui est très très fort. D'une part, bien évidemment, pour l'esprit de défense, comme je vous l'ai dit, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui joue un rôle assez important pour être capable de résister à la guerre informationnelle. Derrière la cohésion nationale, il y a un sujet de confiance, il y a un sujet de mutualisation, donc ça c'est important. Et le troisième élément de l'importance de la cohésion nationale, je pense que la cohésion nationale est quelque chose qui permet finalement de mieux appréhender les enjeux et non pas seulement de penser à soi. Et que finalement, quand il y a une cohésion nationale qui est assez faible, finalement, les gens ne voient pas pourquoi ils se sacrifieraient, ou non pas le sacrifice, mais des sacrifices, même seulement des sacrifices, parce qu'en fait, ils n'ont pas la capacité à appréhender les enjeux. Donc le sujet cohésion nationale me semble vraiment absolument essentiel. Le deuxième axe, c'est la solidarité stratégique, qui, je pense, doit être vu pour mieux le comprendre et pour voir que ça couvre un domaine assez large, c'est-à-dire avec qui faut-il travailler. Alors, bien évidemment, il y a la solidarité stratégique avec nos partenaires, parce qu'en fait, là aussi, de manière assez naturelle, on comprend bien qu'aujourd'hui, un pays européen ne pèse plus dans le monde. Sa voix ne pèse plus, ça ne veut pas dire qu'on ne l'entend pas, mais en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, être capable d'établir des partenariats stratégiques, des vrais partenaires stratégiques, pas seulement dans le domaine militaire, mais qui se croisent et qui se recroisent, qui sont généralement des partenariats équilibrés. Les partenariats qui durent, c'est quand les intérêts sont quand même compris au bon niveau. Je pense que ça mérite une petite digression, même si ça me prend 2 minutes. C'est probablement pour la France, ça doit être vu sous un angle particulier. Je ne pense jamais avoir recommandé d'opération ou d'option militaire au président de la République en disant, en fait, ça, il faut le faire seul. J'ai toujours recommandé de le faire avec d'autres alliés et tout, et c'est généralement ce qu'on a fait. En revanche, la France, et c'est une caractéristique probablement unique en Europe, c'est une caractéristique unique en Europe, possède la capacité de faire seul et a la volonté de dire si jamais je suis seul, je ferai quand même quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, d'avoir toujours dans le dernier tiroir finalement, de ne pas aller vers le président de la République en disant désolé, on est tout seul, donc on ne pourra pas faire. Mais de dire ok, on a un plan, ça va être plus risqué, plus compliqué, les effets sont moindres. Mais en fait, on est capable de faire tout seul. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est déterminant et qui, en fait, nous positionne aussi en Europe. Le sujet de la solidarité stratégique, c'est vrai aussi dans des domaines plus capacitaires. Et donc, il y a un équilibre à trouver dans l'expression de la souveraineté. On voit bien qu'en fait, les gens cherchent plutôt, d'ailleurs, comme dans beaucoup de choses, à trouver les lignes de fracture sur la souveraineté. Il y a quelque chose sur lequel on doit être souverain, et c'est un peu le cœur de souveraineté qui nous ramène, c'est bien la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, elle est crédible parce qu'en fait, elle est 100% française et que ça ne dépend que de nous dans son développement et dans sa mise en œuvre. Et ça, c'est essentiel. Et c'est vrai aussi dans le domaine du renseignement, mais probablement un peu moins parce que croire qu'on a la capacité à voir seul partout dans le monde est probablement pas ça. Il faut qu'on soit un peu plus... on ne peut pas être 100% souverain. Après, dans le domaine du capacitaire et dans les autres domaines, en fait, il faut être assez à géométrie variable. Vous voyez bien que si on dépend des Belges pour notre approvisionnement en munitions petit calibre, c'est probablement pas très, très grave. Si on dépend de nos missiles dans un pays du Pacifique ou de l'Asie, c'est probablement un peu plus sensible. Donc là aussi, il y a un petit sujet de réalisme et de pragmatisme dans l'application de la souveraineté. Enfin, je pense que c'est aussi vrai avec qui la pleine exploitation de la dualité en fait, de la majeure partie des développements technologiques aujourd'hui. Et qu'il y a eu une période où les armées en fait, tiraient le développement. En fait, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le développement il est tiré par des startups, par le développement civil, avec quasiment tout est dual aujourd'hui. Et donc, il faut être capable de s'accrocher à ça et d'avoir une vraie relation et de construire des choses en termes de révolution dans les affaires capacitaires qui nous permettent d'utiliser pleinement ça. Je pense que d'ailleurs, sur les 2 derniers items, vous comprenez bien que, comme je disais, le paramètre essentiel de la soutenabilité, en fait, trouve une partie de ses réponses dans notre capacité à établir des partenaires stratégiques où la souveraineté doit être bien calculée, mais aussi sur le sujet de la dualité des technologies telles qu'elles se développent aujourd'hui. C'est vrai aussi dans le sujet des recherches intellectuelles en s'appuyant sur des think tanks. En fait, il y a du savoir qui existe et dans l'époque où tout est compliqué, je pense qu'avoir des gens capables d'éclairer les décisions est quelque chose qui est très important. On peut compter sur nous. On doit avoir des moyens
de ne pas dépendre complètement d'un think tank, mais c'est dommage des fois de ne pas s'appuyer beaucoup plus sur des chercheurs qui maîtrisent vraiment leur sujet. Le dernier axe d'effort, c'est quand même la crédibilité opérationnelle, parce qu'à un moment, il faut quand même être capable de produire des effets dans le champ opérationnel qui sont à la fois un mélange, ou en tout cas une combinaison d'effets cinétiques, c'est-à-dire des effets vraiment produits sur le terrain, mais aussi combinés en fait à des effets dans le champ informationnel, dans les champs immatériels. En fait, ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui, ça prend une dimension particulièrement importante. Sur le champ de bataille, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la haute intensité? En tout cas, comment on peut l'interpréter? C'est bien évidemment, vous le comprenez tous, d'abord un sujet de changement d'échelle sur le volume d'hommes qui est engagé, mais aussi sur le niveau. C'est pas seulement une question de volume, c'est aussi un sujet de quels sont les volumes d'unités engagées. Et ça, c'est quelque chose qui est plus complexe. En fait, c'est pas seulement multiplier le nombre d'hommes, c'est en fait des structures de niveau supérieur. À la place d'un bataillon, c'est une brigade ou une division ou un corps d'armée. Donc on passe de bataillon 800 à 20 000 pour une division. En fait, c'est pas seulement multiplié par X, c'est en fait un niveau qui est beaucoup plus difficile à entraîner, beaucoup plus difficile à combiner, et c'est ça qui permet de produire des effets sur le champ de bataille. Ce changement d'échelle, il est aussi donc volume, nature des unités engagées, mais il est aussi dans les consommations des munitions, dans les destructions de matériel et dans les pertes humaines, avec des niveaux auxquels on n'est plus véritablement habitué. Ensuite, c'est une extension du champ de bataille et des théâtres d'opération. Là aussi, non pas que les guerres qu'on livrait étaient faciles, mais en fait, elles concernaient les militaires, qu'on soit en Afghanistan, qu'on soit au Mali. Et en fait, on ne s'est jamais posé la question si nos lignes de communication allaient être menacées et qu'on allait pouvoir ravitailler ou pas nos soldats. Évidemment, tout ceci est remis en cause aujourd'hui. Et en fait, la menace peut aussi apparaître sur le territoire national, soit directement, soit contre nos usines d'armement ou nos voies de communication. Donc, c'est quelque chose qui a élargi. Et donc, en fait, il y a une forme de guerre totale qui peut se mettre en place. Ensuite, il y a un sujet de transparence du champ de bataille, qui est quelque chose qui est nouveau, c'est-à-dire qu'il y a peu de mouvements, finalement, qui échappent aux yeux d'un adversaire, avec des moyens de surveillance satellitaires très hauts, mais drones très bas, des moyens de guerre électronique et une capacité de traitement avec l'intelligence artificielle qui permet véritablement d'avoir une forme de transparence. Quand ceci s'est allié à des armes de plus en plus précises, en fait, ça donne, avec des drones, vous voyez bien qu'en fait, on ne tire plus 25 obus pour couvrir la surface d'un stade pour tuer une section, mais en fait, on va envoyer 10 drones qui vont tuer chacun 3 personnes et on aura obtenu l'effet. Donc, non seulement il y a une plus grande précision, une vraie transparence qui permet de localiser la cible, une précision plus importante et, en termes de soutenabilité, une réduction des coûts, même si c'est un peu triste de le dire comme ça, mais en fait, c'est quand même aujourd'hui quasiment la question centrale sur le champ de bataille, c'est-à-dire qui tue quoi, à quel prix. C'est comme ça que le développement capacitaire est en train de se faire. Donc ça, c'est le sujet spécifiquement de la soutenabilité, et c'est dans tous les domaines. C'est dans le domaine de la RH, des matériels, des munitions, et je vous dis, le développement capacitaire, si on n'est pas capable de concevoir des choses, en tout cas si on ne cherche que des solutions de niveau technologique supérieur pour résoudre nos problèmes, c'est quelque chose où on n'y arrivera pas. En fait, la réponse n'est pas toujours quelque chose de niveau technologique supérieur, sous-entendu de quelque chose de plus cher. Et donc, il y a une vraie capacité d'imagination et d'être capable de réduire les coûts pour faire une guerre qui soit soutenable. De manière globale, et ça sera juste avant ma conclusion, les impacts sur notre organisation, il y a bien évidemment la nécessité de gagner la guerre de la décision, c'est-à-dire dans un monde qui va vite, avec beaucoup d'incertitudes. En fait, il faut vraiment être capable de comprendre plus vite que son adversaire, de décider et de faire exécuter avec toutes les conséquences que ça a en termes de subsidiarité, de formation de ses personnels. Ça, c'est bien évidemment la transformation numérique et l'intelligence artificielle qu'il faut réussir à intégrer complètement. Ce qui n'est pas si facile que ça. Évidemment, l'intelligence artificielle procure toujours une solution. Réussir à en faire un ensemble cohérent où on continue à travailler dans une direction avec le bon niveau de subsidiarité, mais néanmoins la capacité à orienter les actions est quelque chose qui se travaille. Ça veut dire des architectures de commandement qui sont plus plastiques qu'elles ne le sont aujourd'hui. Qu'est-ce que j'entends dans plastique? En fait, on doit être capable. En fait, les Français sont assez forts pour, face à une situation donnée, mettre en place une structure qui permet de gérer. Je constate qu'on a une vraie difficulté en fait à voir la situation évoluer et dire en fait ce n'est plus la structure qu'on a adoptée pour commander ça n'est plus la meilleure structure. C'est-à-dire changer en disant au moment où on est fan. Je pense que donc ça, il faut s'améliorer là. Mais je pense même qu'aujourd'hui, et il faut qu'on s'appuie davantage sur la connectivité, il y a des moyens aujourd'hui qui permettent de le faire, une vraie agilité pour qu'on soit capable de faire quasiment
une organisation du commandement dédiée à chaque phase de l'opération. Et ça, c'est vraiment capital. Donc, ça nécessite un peu de travail, mais je pense que c'est vraiment l'axe sur lequel il faut travailler. Ensuite, il y a une priorité qui doit être donnée à la survivabilité. Ça, c'est pour essayer de contrer la transparence du champ de bataille et la précision et la létalité des armes adverses. Et c'est aussi la capacité à s'adapter très, très vite. Et probablement qu'on redécouvre un peu ça, parce que je pense que toutes les guerres sont un peu des accélérateurs à l'innovation. Mais aujourd'hui, plus que jamais, grâce du fait que le software, en fait, a une place très importante et qu'en fait, ces choses-là peuvent évoluer très, très vite et qu'aujourd'hui, on constate que sur le champ de bataille ukrainien, en fait, il n'y a pas d'arme magique parce qu'en fait, toute arme magique se fait rapidement contrer. Et en fait, il y a une évolution permanente dans les tactiques, dans les procédures et dans la manière dont les armes sont construites ou en tout cas sont programmées. Et ça, c'est quelque chose qui est une durée inférieure au mois, c'est-à-dire c'est quelques semaines. Et ça nécessite évidemment, alors quand on est en guerre, je pense qu'il y a beaucoup de limites qui sautent, mais néanmoins, faisons attention. En fait, on voit bien que quand on observe ça, on est quand même un peu empêtré en termes de normes, avec beaucoup de contraintes inutiles. Je pense qu'il y a une vraie transformation à faire aussi dans le domaine capacitaire, c'est-à-dire être là aussi beaucoup plus plastique, et on ne peut pas seulement avoir une méthode qui vise à construire des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ce qu'on est parfaitement capable de faire. Mais en fait, un drone de 20 kg, ça ne peut pas se fabriquer de la même manière et ça ne peut pas se commander et se développer de la même manière. Je suis un petit peu caricatural, mais tout juste. Je ne sais pas s'il y a des gens de la DGA ici dans la salle. Mais on doit avancer dans ce domaine-là. La DGA le comprend bien, mais en fait, ce n'est pas si facile que ça à brusquer un système. D'autant plus qu'on a quand même aujourd'hui, je pense, un tissu économique avec des petites entreprises qui sont parfaitement capables de répondre à cette demande-là. Mais c'est vrai qu'il faut une approche plus agile derrière. Et je vous l'ai dit, c'est l'adaptation permanente des mesures contre mesures. Ça, c'est un cycle qui est extrêmement rapide. Si on regarde la Deuxième Guerre mondiale, c'était rapide aussi. Mais en fait, là, on est vraiment sur une évolution qui est de l'ordre de quelques semaines. En conclusion, avant de répondre à vos questions, 3 points. Je pense que le premier, c'est qu'on doit absolument avoir confiance en nos valeurs. Et que, bien évidemment, quelquefois, c'est un peu remis en cause, mais en disant, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui nous bride? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui nous lie? Il ne faut pas être naïf, mais en fait, c'est quand même nos valeurs en fait, qui nous permettront à la fin de gagner. Et je suis même persuadé que les valeurs européennes, en fait, il y a une forme d'attente dans le monde sur les valeurs européennes. Évidemment, les gens sont un peu contraints par des sphères d'influence pour qui les valeurs, c'est un peu à géométrie variable en fonction de leurs intérêts. Mais je pense que nos valeurs doivent être absolument préservées. Et en fait, on doit pleinement utiliser nos valeurs. Je parlais tout à l'heure de subsidiarité. En fait, nos valeurs, c'est aussi l'esprit d'initiative dans nos sociétés, c'est l'esprit critique. Et en fait, c'est ça qui permet d'utiliser la valeur de chacun sur le terrain. Le deuxième point, c'est la cohésion nationale, la centralité de la cohésion nationale. Mais ça, je pense, j'en ai déjà parlé. Et le dernier point, dans un monde, comme j'ai dit, à effet cliquet, avec des conséquences très, très lourdes sur les crises, je pense qu'il faut, alors qu'on s'est un peu évertué plutôt à gérer les conséquences des crises durant ces 20 ou 30 dernières années, ce qui n'était pas totalement irréaliste. Je pense que c'était déjà plus facile politiquement, en termes d'acceptabilité, quand il y a finalement soit une crise humanitaire, soit une crise qui dégénère pour faire une évacuation de ressortissants. En fait, c'est assez facile à justifier en disant « regardez ce qui se passe », en fait, on est obligé de faire. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionnait assez bien. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut plus se permettre, parce qu'on n'est plus dans la même situation, et que, évidemment, c'est prendre plus de risques. C'est-à-dire dire finalement je vais devoir agir avant et il faudra que j'explique pourquoi j'ai agi avant. Mais je pense que c'est vraiment indispensable. Le bon ou le mauvais exemple, je ne sais pas si c'est l'Ukraine. En fait, l'Ukraine, on a dit si les Russes attaquent, on prendra des sanctions. On n'a pas cherché à empêcher stricto sensu la guerre. Et aujourd'hui, alors c'est plus facile à dire qu'à faire après, mais je pense qu'il faut vraiment adapter notre logiciel. Et en fait, on a pris des sanctions d'ailleurs. On a pris des sanctions qui sont efficaces et qui produisent des effets. Mais en fait, quand on regarde comment la guerre en Ukraine a transformé le monde, en fait, c'est quand même dans cette queue de trajectoire-là. On peut se poser la question, en tout cas, est-ce qu'on n'aurait pas dû prendre plus de risques pour finalement véritablement empêcher la guerre et non pas se préparer à en gérer les conséquences. Voilà. Donc je pense que ça, c'est vraiment, et c'est pas que seulement dans le domaine militaire, mais aujourd'hui, dans la période d'incertitude dans laquelle on est, si en fait on ne prend pas de risques, si on n'essaye pas de devancer les choses, en fait, je pense que finalement l'inaction est presque plus porteuse de risques aujourd'hui que de ne rien faire. Voilà. Respecter les délais.
Merci, merci Général. Place à l'action. On va poursuivre les échanges avec vous. Tout d'abord, j'ai préparé quelques questions, puis bien entendu, on aura le plaisir de pouvoir ici accueillir les questions de nos invités. Ici même, à ce fauteuil, il y a quelques jours, quelques semaines, il y avait Giuliano Dampoli qui vous a précédé. Vous disiez tout à l'heure, il y avait en effet des invités éclectiques ici au Tangram Talks. Vous avez l'habitude. Il décrivait un monde où justement, vous avez parlé tout à l'heure que lorsque vous avez été choisi, retenu par le président de la République comme chef d'état-major en 2021, c'est vrai que si on regarde pendant les 4 années dans lesquelles vous avez exercé, le monde a été très bouleversé. Et notamment la force, c'est ce que disait justement Giuliano Dampoli, où le chaos devient un instrument de pouvoir. Face à des adversaires justement qui ne distinguent plus la guerre et de la paix, est-ce que nos démocraties ne sont-elles pas encore trop prisonnières de cette frontière avec la perception justement, nous, des démocraties européennes? Oui, c'est très, très juste et en fait, on vit depuis, 1945 dans un espèce de triptyque qui est paix, crise, guerre, qui en fait, reflète ce que vous dites. En 2020, en fait, on a mis en place une grille de lecture différente dans les armées, qu'on n'a pas cherché à imposer, mais c'était la grille de lecture qui nous permettait de réfléchir et en fait de structurer nos recherches. En fait, où on a remplacé paix, crise, guerre par compétition, contestation, affrontement. L'affrontement, tout le monde comprend ce que c'est. En fait, c'est la guerre et c'est la même chose que paix, crise, guerre. Les deux états précédents sont un peu différents. Compétition à la place de paix, parce qu'en fait, on considère qu'en fait, aujourd'hui, l'état normal dans le monde, c'est la compétition permanente. Et en fait, la compétition, elle est d'abord, probablement, elle est sécuritaire à la fin, parce que sécuritaire, c'est l'engagement armé. Et la compétition cherche à travailler sous le seuil de l'engagement armé, mais c'est une compétition qui est politique, qui est diplomatique, qui est économique, qui est culturelle, qui est sportive. En fait, tout est compétition de manière extrêmement débridée. Et on comprend bien qu'en fait, cette compétition, en fait, elle se joue en particulier ou aussi dans le champ informationnel. Voilà. Et la contestation, donc ça, c'est un peu, de fait, c'est la guerre avant la guerre, la compétition. Et ça répond un peu à l'inquiétude, ou en tout cas au questionnement de Dampoli. En fait, on est déjà en guerre, même si c'est la guerre avant la guerre, mais en fait, c'est le prélude de la guerre. La contestation, c'est en fait les opérations de fait accompli. La Crimée est quelque chose qui peut s'apparenter à la contestation, où en fait l'ennemi teste, et en fait si ça marche, ben, en fait il empoche le gant, le coup, et c'est fait accompli. Et ça c'est la guerre juste avant la guerre. Et après l'affrontement c'est la guerre. Et donc oui, évidemment, il y a la vraie nécessité de considérer qu'on n'est pas en paix, mais qu'en fait ce n'est pas encore la guerre. Donc c'est en fait, mais c'est néanmoins une forme de guerre sur laquelle il faut absolument, parce qu'en fait c'est déterminant pour la suite. Alors justement, Général, quels sont les moyens, vous, que vous avez essayé de mettre en place? Vous le dites, vous avez beaucoup défendu cette doctrine. On a dit souvent c'est la doctrine du général Thierry Burkhardt, c'est-à-dire gagner la guerre avant la guerre, avec justement des adversaires qui font preuve de tout bois, dans les opinions publiques, dans les réseaux numériques, dans même nos économies et parfois même dans nos démocraties. Qu'est-ce que vous avez pu engager durant ces 4 ans? En fait, ça rejoint, en fait, c'est la conséquence directe de le fait de considérer qu'on est en compétition, contestation, affrontement. Et en fait, notre objectif ne peut pas être de se préparer à aller à l'affrontement. En fait, il faut essayer d'éviter l'affrontement, non pas en ayant peur, en disant je vais me rendre si on m'attaque, mais en fait en disant en fait je manœuvre dans la phase de compétition, donc dans la guerre avant la guerre, et c'est là qu'il faut gagner. Et en fait, c'est là qu'il faut manœuvrer, et la manœuvre, elle est évidemment... Et vous voyez bien que c'est très important, parce qu'en fait, c'est vraiment un sujet de décourager notre adversaire, en disant notre adversaire qui deviendrait notre ennemi si jamais on arrive à l'affrontement. Et donc, tout ce qu'on fait, tous les messages qu'on envoie, ont toujours un impact. Il est soit un impact positif, où on renforce notre détermination, soit un impact négatif, parce qu'en fait, soit on laisse croire qu'on est vulnérable, des fois on laisse croire qu'on est vulnérable alors qu'on ne l'est pas, ou soit parce qu'on montre nos vulnérabilités. Et ça nécessite quand même une vraie organisation, et vous avez raison de le souligner, en fait, ça se situe essentiellement dans le champ informationnel. Et tout ce qu'on fait doit être pensé comme qu'est-ce qu'on envoie comme message et comment nos compétiteurs, adversaires, éventuellement ennemis, le reçoivent. Soit dit en passant, le meilleur moyen de gagner la guerre avant la guerre, c'est quand même de disposer de moyens et de forces entraînées pour être prêt à faire une guerre de haute intensité. Mais vous comprenez que ce n'est pas exactement la même chose que se préparer à faire la guerre à haute intensité. Le but, c'est vraiment de l'éviter,
de l'éviter et de décourager nos adversaires. Et c'est vraiment dans cette phase de compétition, éventuellement, s'il a cru qu'il y avait une opportunité et qui passe en contestation et qui tape d'être capable de réagir très très vite, mais pour rétablir, et je dis bien en fait l'affrontement, en fait il ne faut jamais le souhaiter, mais il faut être, on peut gagner la guerre avant la guerre si on a les moyens de s'engager, mais l'objectif et la manœuvre ne doit surtout pas viser à se préparer à faire la guerre. C'est pas la même chose. Est-ce que vous pensez justement, quand on regarde ce qui se passe du côté de l'Iran, est-ce qu'on a tout fait pour gagner la guerre avant la guerre? Oui, c'est intéressant, l'Iran. Et d'ailleurs, quelqu'un m'avait posé une question un peu pertinente sur ce sujet-là en disant, mais finalement, quand vous dites il faut agir le plus vite possible pour empêcher, c'est vrai qu'on pourrait lire les Américains que l'action américaine et israélienne, parce qu'il y a quand même un double paramètre qui complique un peu la vraie lecture, mais conduit par les Américains, le but de dire finalement il faut empêcher l'Iran d'accéder, de posséder un jour l'arme nucléaire. Et je pense que c'est effectivement quelque chose qu'il faut faire, parce que ce régime-là est dangereux et que c'est quelque chose qui relancerait la prolifération à grande échelle dans tous les pays du Golfe. Mais en fait, je pense qu'il y a quand même un petit sujet d'erreur d'analyse de la part des Américains, puisqu'en fait, ils ont considéré qu'ils voulaient attaquer ou en tout cas empêcher l'Iran d'accéder à la bombe nucléaire, comme si c'était un pays finalement qui n'avait pas de moyens de dissuasion. Or, en fait, l'Iran, qui cherche à accéder à l'arme nucléaire, en fait, possède déjà un moyen de dissuasion qui est tout simplement le détroit d'Ormuz. Et ça, historiquement. Et donc, en fait, on ne peut pas manœuvrer. C'est pour ça qu'après, une fois qu'on est un pays doté, c'est plus la même chose. Et c'est pour ça qu'on veut éviter. Sauf que finalement, sans être doté, l'Iran possède déjà une arme de dissuasion qui non seulement s'applique vis-à-vis des Américains qui peuvent les attaquer, mais en fait, c'est encore plus grave, qui peut s'appliquer au monde entier. Et c'est aujourd'hui un peu ce dans quoi les Américains sont un peu empêtrés. Un peu moins les Israéliens, parce que leur objectif n'est pas le même. Mais pour les Américains, ça devient très compliqué à sortir, puisque finalement, en fait, ils vont réussir à sortir, mais en fait, ils vont être obligés de probablement, alors comme ils vont trouver une solution pour dire que c'est acceptable. Mais en fait, objectivement, finalement, ils sont plutôt retrouvés face à un pays qui est déjà doté d'une forme de dissuasion. Général, je disais tout à l'heure, dans 7 jours exactement, démarre le G7 à Évian. C'est un moment important. La question de l'OTAN, bien entendu, reviendra dans les discussions. Est-ce que, pour beaucoup d'Européens et pour certains Français, s'interrogent justement aujourd'hui, est-ce qu'on doit tout conduire, notre sécurité collective, sur l'OTAN, alors que l'on voit bien, en fonction des alternances aux États-Unis, comme quoi les incidences que ça peut avoir sur notre sécurité entière? Quelle est votre position générale? Alors, 2 points, non pas pour vous contredire, je ne me permettrai pas, mais en fait, effectivement, le G7, il va y avoir un sujet d'alliance entre les pays occidentaux, mais pas complètement que l'OTAN. Parce qu'en fait, il y a un sommet OTAN qui va avoir lieu cette année, en plus en Turquie, qui là va être un peu l'ordre de vérité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je ne suis pas sûr qu'on puisse considérer que ça soit un problème d'alternance aux États-Unis. Je pense que le pivot des États-Unis face en direction du Pacifique plus que de l'Europe est quelque chose qui est pas seulement trumpien. D'ailleurs, c'est Obama qui l'avait posé sur la table assez vite. Alors, avec Trump, il y a les outrances verbales, il y a tout ce qui va avec, et une forme d'incertitude, en tout cas de volonté de perturber le jeu qui est extrêmement, je le dis, désagréable. Mais je pense que c'est parce que ça, c'est un peu la lecture de certains Européens, justement, de se dire, mais en fait, il ne reste plus que 3 ans. En fait, on voit ce que Trump a fait en 1 an, donc il ne reste plus que 3 ans, et en fait, après, ça va revenir comme avant. C'est pas vrai, ça ne reviendra pas comme avant. Et que la volonté des Américains, quand on se bat pour le leadership mondial, en fait, on met toutes ses billes. Et donc, le leadership mondial, c'est pas contre la Russie, c'est contre les Chinois que les Américains le jouent. Et donc, la priorité, elle est très clairement au Pacifique. Et je pense qu'il y a de toute façon un mouvement de fond aux États-Unis. Trump, il n'a pas volé la victoire. Il y a des Américains qui pensent comme lui qu'il n'y a pas de raison de dépenser de l'argent pour les Européens. Et ça rejoint vraiment la question que vous dites. En fait, c'est quoi le sujet de l'OTAN? Dans ce domaine-là, en fait, là aussi, il faut être réaliste et voir les choses comme elles sont et pas comme on voudrait qu'elles soient. En fait, 90%, 95% des pays européens en fait, considèrent que leur sécurité collective est complètement assurée par l'OTAN et que c'est quelque chose qui fonctionne et qui n'ont aucunement envie d'en changer. Et donc, ce n'est pas la peine de leur faire miroiter un autre système comme s'ils voulaient tous se précipiter sur un sujet de défense européenne qui serait plus otanisé et tout. C'est pas vrai. En fait, ils croient profondément et ils sont vraiment organisés pour ceci. Et objectivement,
en France, on aime bien un peu brocarder l'OTAN. En fait, c'est quand même un système qui fonctionne. Ça ne veut pas dire que tout est parfait et qu'il n'y a pas des choses à changer, mais c'est quand même quelque chose qui fonctionne en termes d'interopérabilité, en termes de structure de commandement, en termes d'entraînement. Il y a des choses à changer. En fait, derrière, en fait, le sujet de l'OTAN, c'est sur quelles orientations et avec quelle stratégie l'OTAN conduit ses opérations ou se met en œuvre. Et c'est là que le vrai bas blesse. Et qu'en fait, aujourd'hui, et c'est probablement quelque chose qui était très confortable pour les pays européens, en tout cas qui ne se posaient pas trop de questions, en fait, la stratégie de l'OTAN, les orientations avec lesquelles elle se positionne, en fait, répondent à une logique américaine, c'est-à-dire une stratégie américaine. Et on ne peut pas, entre guillemets, critiquer les Américains d'avoir une stratégie et qu'en plus, cette stratégie vise d'abord à protéger leurs intérêts. Ça ne veut pas dire que c'est contre les intérêts européens, mais c'est forcément un peu de deuxième ordre. Et donc aujourd'hui, le vrai sujet, c'est ça. C'est comment finalement, enfin, on doit absolument faire en sorte que l'OTAN, on soit capable d'avoir aussi une stratégie qui soit européenne et qui vise aussi à protéger les intérêts européens. Aujourd'hui, ce n'est pas véritablement le cas, puisqu'en fait, reconnaissons-le, il n'y a pas de véritable stratégie européenne pour défendre les intérêts du continent européen. Donc il y a une lacune dans ce domaine-là. Et quand quand le président de la République parle de pilier européen de l'OTAN, c'est ça. C'est en fait faire en sorte, c'est pas casser l'OTAN. Je pense qu'il y a des choses à changer dans l'OTAN, c'est sûr, évidemment, et en particulier parce que il faut que les Américains soient moins menants et qu'on ne soit pas contraint à faire une guerre à l'américaine, ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on ne peut pas faire. Mais donc il y a un vrai sujet de définir une stratégie européenne et que ça soit quelque chose qui protège d'abord les intérêts de sécurité du continent européen, les intérêts européens. C'est pas quelque chose qui sera contre les États-Unis, mais il faut que cet aspect-là soit pris en compte. Général, justement, vous associez à ce succès, il faut le dire, la coalition des volontaires. Est-ce que ce n'est pas une alternative, peut-être rappelée à nos invités ce soir? Ça, c'est une initiative vraiment que vous avez portée, que vous avez défendue, à la fois en vous appuyant notamment sur les Anglais. Peut-être rappeler, peut-être que ça a été justement comment un général peut peser sur l'avenir et sur la sécurité collective. C'est ce que vous avez fait au moment de la guerre en Ukraine, avec cette coalition. Oui, en fait, la coalition des volontaires, c'était un peu résoudre l'équation dans laquelle il fallait aider les Ukrainiens, où un rôle devait être donné aux Européens pour apporter des garanties de sécurité aux Ukrainiens, et que bien évidemment, les Américains avaient dit, parce que ça ne correspond pas à la défense de leurs intérêts, stricto sensu, en disant c'est pas nous qui ferons, mais qu'ils ne voulaient pas non plus engager l'OTAN, parce que ça c'est quand même dans la rhétorique russe, ils le disent, mais ça serait l'OTAN qui s'oppose à la Russie, donc, et parce que les Américains ne voulaient pas. Et donc il fallait trouver quelque chose qui fonctionne, et effectivement au niveau militaire. Et ce qu'on doit aussi comprendre, c'est que le leadership américain ne se remplacera pas par un leadership d'une nation en Europe. Et probablement que c'est, en tout cas, il ne faut pas. Euh, et je pense que le fait de, évidemment, le mon homologue avec le SEMA américain, l'homologue avec qui le SEMA français a le plus de relations, parce qu'en fait, on a quand même deux pays très similaires, avec des processus de décision assez identiques, avec des gouvernements qui sont capables d'assumer, d'avoir des pertes au combat. En fait, c'est les Anglais. Et donc, assez logiquement, je pense que mettre un binôme franco-britannique pour conduire cette coalition était quelque chose qui était assez rassurant et qui avait une chance de marcher. Parce que, d'une part, les Britanniques apportent leur relation spéciale. En tout cas, on ne peut pas les soupçonner de travailler contre les Américains. Nous, des fois, on peut nous soupçonner, même si ce n'est pas vrai. Et on ne peut pas les soupçonner de ne pas croire en l'OTAN. La France porte toujours, mais la France, c'est aussi celle qui sera capable de s'engager et qui trouvera quelque chose, en tout cas, fera peser les intérêts européens. Et donc, c'est ça qui a permis de fonctionner. Et je pense que la Grande-Bretagne toute seule ne pouvait pas le faire, la France toute seule ne pouvait pas le faire non plus. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important. Et ça a montré que finalement, on pouvait se préparer à conduire une opération en fait, sans qu'il y ait un soutien américain ou une opération américaine au début. Et ce en quoi la coalition des volontaires, je ne sais pas si un jour elle sera mise en œuvre et qu'il y aura des troupes qui seront déployées pour apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine, c'est-à-dire protéger un accord qui serait établi. Mais en fait, tout ce qu'on a fait est quelque chose qui est très utile à l'Europe, en tout cas à l'esprit de défense européen. Et qu'il y a des gens qui ont compris, en particulier probablement les politiques, peut-être avant certains militaires forcément plus otanisés que leurs autorités politiques, ont compris que c'était quelque chose qui était possible de faire. Là-dessus, général, justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre exposé, après plusieurs années de guerre, est-ce que finalement aujourd'hui les Européens sont plus en maturité de comprendre aujourd'hui pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que c'est notre retard industriel? Est-ce que c'est notre dépendance technologique? Ou tout simplement notre manque de volonté politique?
En fait, c'est les trois. Mais au départ, c'est quand même, en fait, ces points-là peuvent se résoudre, ou en tout cas ne peuvent pas se résoudre s'il n'y a pas une volonté politique. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et de la même manière que je dis qu'il n'y a pas, si on n'a pas de stratégie européenne pour défendre la sécurité du pour assurer la sécurité du continent européen, et que finalement on applique une stratégie américaine qui est pas totalement, qui ne répond pas totalement à ce besoin-là, c'est quand même, et c'est sans faire le procès du politique parce que c'est très compliqué, mais en fait c'est parce qu'il y a une difficulté politique finalement à être capable de s'entendre, alors même que nos dirigeants de tous les pays européens, qui sont forcément des gens intelligents, je pense, perçoivent parfaitement qu'en parlant seuls, aujourd'hui, en fait, ils sont guère audibles. Et je pense qu'ils comprennent tous qu'à défaut de parler d'une seule voix, il y a en tout cas la nécessité de parler de manière coordonnée. Et vous comprenez bien en particulier que dans le domaine informationnel, quand quelqu'un met 1 euro dans la machine, ou plus exactement 1 rouble dans la machine en parlant seul, et qu'en face, il y en a 27 qui répondent dans tous les sens, en fait, on part quand même avec un gros handicap, rien que dans ce domaine-là. Général, est-ce que peut-être à quelques jours, j'imagine que le président de la République a déjà un agenda bien rempli, mais parmi les initiatives que pourrait porter la France lors de ce G7, pour assurer bien sûr la sécurité collective, est-ce qu'il y a d'autres choses que la France peut porter au-delà bien sûr de la question de l'armement? Je pense bien sûr aux infrastructures critiques, à la cybersécurité, à la défense de l'espace informationnel de nos démocraties, selon vous? En fait, vous l'avez dit, en fait, tous ces domaines-là, espace, cybersécurité, tout ça, c'est des domaines où en fait, ça n'appartient jamais à un seul pays. En fait, l'espace, chaque pays n'a pas son morceau d'espace. En fait, ça peut être que des approches communes. Et je l'ai dit, ça, c'est quelque chose qui sont tous des domaines qui touchent notre cœur de souveraineté, qui est un cœur de souveraineté globalement européen. Et donc, je pense que le président est quand même un acteur majeur dans ce domaine-là. C'est-à-dire, c'est celui probablement qui a le plus fait avancer la volonté pour l'Europe de peser comme État-puissance. Après, on voit bien que ça se heurte à des difficultés et qu'il y a des pays qui ne l'entendent pas exactement comme ça. Mais il faut que, enfin, c'est indispensable, c'est incontournable. L'Allemagne est un peu inquiétante. Il y a peut-être un consul, mais c'est la réalité. En fait, aujourd'hui, l'Allemagne a une dynamique propre. Tant mieux, parce qu'il y a une volonté de l'Allemagne de se dire finalement, je dois être capable de aussi peser, pas seulement dans le domaine économique, mais aussi peser dans le domaine sécuritaire. Mais cependant, c'est mon sentiment, l'Allemagne n'avance pas dans ce domaine sécuritaire en disant c'est quelque chose qui doit profiter à l'Europe, ou en tout cas, elle ne le voit pas exactement de la même manière que nous. Elle le voit en disant c'est quelque chose que je dois faire pour maintenir le lien le plus fort avec les États-Unis. On est tous pour maintenir le lien le plus fort avec les États-Unis. Mais déjà, pour faire ça, maintenir le lien transatlantique, il faut être deux. Donc, ça ne dépend pas que de nous. Donc, on peut miser là-dessus, mais on sait que ça ne marchera pas à coup sûr. En revanche, il y a quelque chose qui ne dépend que des Européens, c'est renforcer nos capacités de défense autonomes. Et c'est là-dedans qu'il faut avancer. Et ce n'est pas en achetant américain, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien acheter d'américain. Mais en fait, si on achète américain, on va détruire notre industrie de défense. Alors, Général, deux dernières questions, puis bien sûr, on va pouvoir laisser les questions-réponses dans la salle. J'en ai une. Vous avez répondu, je pense, en grande partie. Ça a même été, je pense, un élément fort tout à l'heure de votre exposé. Moi, je souhaitais justement, lorsque vous avez quitté vos fonctions et responsabilités de chef d'état-major des armées en septembre dernier, à savoir finalement quelle est la menace aujourd'hui qui vous paraît la plus sous-estimée, celle que nous ne voyons pas, celle que nous ne voulons pas nommer, ou celle pour laquelle nous ne sommes pas politiquement pas prêts à consentir les efforts nécessaires. Je l'ai entendu tout à l'heure dans votre exposé, lorsque vous avez parlé de cohésion nationale. Est-ce que c'est celle-ci En que soi, vous... ce n'est pas une menace, la cohésion nationale, mais je pense qu'un pays qui a une cohésion nationale faible Faible. est en grand risque. Alors, c'est quelque chose qui a été, où ça a été marqué noir sur blanc dans la revue nationale stratégique, qui n'a pas été facile à faire accepter d'être capable d'écrire dans la revue nationale stratégique en disant, je ne sais pas comment c'est marqué, je sais pas, c'est pas marqué perfectible, mais je pense que c'est marqué, il y a une faiblesse dans le domaine de la cohésion nationale. Je pense que c'est vrai et que ça doit être notre effort. Parce que, vous l'avez compris, c'est vraiment le socle, bien évidemment, en sujet d'esprit de défense. Ça s'explique en fait notre faiblesse de cohésion nationale parce que je pense que dans la tête des Français, en fait, géographiquement, on est quand même, il n'y a pas de proximité immédiate avec des menaces. On n'est pas en Roumanie, on n'est pas en Estonie, on n'est pas en Finlande, on n'a pas une frontière avec la Russie. Donc il y a ça. Je pense que les Français intègrent aussi le fait qu'on ait une puissance dotée, c'est-à-dire qu'on a la dissuasion nucléaire, et tout ceci procure un sentiment de sécurité
Et je pense qu'il y a donc il y a pas d'inquiétude, donc il y a moins de besoins. Mais je pense que l'erreur, elle est là, c'est que la cohésion nationale, c'est pas seulement pour l'esprit de défense. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quand même aussi un vrai sujet face à la guerre informationnelle, quelque chose qui sape et qui attaque directement notre cohésion nationale. C'est la cible principale de la guerre informationnelle, c'est détruire la cohésion nationale de la France et des pays occidentaux. Et le troisième point, je pense que c'est vraiment important, c'est le sujet de capacité de notre pays à s'adapter. Et la cohésion nationale, on peut la définir de toute manière, mais je la définis généralement en disant c'est quand même euh, avoir le sentiment qu'on n'est pas seul, en fait, qu'on appartient à un groupe plus important. Alors on fixe les limites où on veut. Est-ce que c'est sa famille? Est-ce que c'est un peu juste pour la cohésion nationale, mais est-ce que c'est son village? Est-ce que c'est son département? Est-ce que c'est son pays? Mais en fait, c'est le sentiment de dire j'appartiens à un groupe et je suis un peu lié à ce groupe-là. Le deuxième aspect, c'est avoir conscience qu'en fait, on doit quelque chose aux gens qui sont passés avant nous. Et que si on est libre aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont donné leur vie avant, mais aussi des gens qui ont développé notre industrie, qui ont fait de la recherche. En fait, on est là aujourd'hui parce qu'il y a eu des gens avant nous. Et le troisième aspect, c'est qu'on a conscience que, en fait, on a une responsabilité pour les gens qui arrivent après nous et que ça ne s'arrêtera pas avec nous. Et donc, c'est un sujet un peu de ne pas être égoïste. Et je pense que ça, vous voyez bien que quand les gens n'ont pas cette perception-là, on comprend assez bien comment, finalement, ils ne peuvent pas être touchés par les enjeux et que c'est pas que nos politiques manquent d'idées en termes de réforme et tout, mais en fait, du fait qu'il n'y ait pas d'appréhension, de bonne compréhension des enjeux, on n'est jamais capable, ou en tout cas, on n'arrive pas à faire accepter qu'il doit y avoir des renoncements. Or, en fait, le renoncement, c'est des sacrifices. C'est pas le sacrifice, il ne s'agit pas d'aller se faire tuer, mais c'est être capable de dire, bah oui, finalement, c'est vrai que je vais un peu donner, mais en fait, c'est pour une cause qui est plus grande. Et je pense que ça, c'est un frein puissant à l'adaptation et à l'avance, enfin, notre pays, notre capacité à s'adapter. En général, vous ne m'en voudrez pas, j'espère, parce qu'on a préparé cet entretien, beaucoup de questions qu'on a regardées ensemble, même si vous m'avez laissé beaucoup de liberté, je tiens à le préciser ce soir. Mais la dernière question, celle-ci, je ne voulais pas dévoiler, parce que je souhaitais peut-être qu'on rentre un peu plus, peut-être dans l'intimité de l'homme, de votre parcours. Et si vous en êtes d'accord, je voudrais, avec nos invités ce soir, que nous revivions quelques secondes cette journée du 5 septembre 2025 aux Invalides. Régie. Embuscade. En général, vous avez laissé en tous nos soldats une marque profonde, faite d'exigence, d'engagement et de pudeur. La confiance que je vous ai accordée, je ne l'ai jamais regrettée, au contraire. Et nul doute que vous ferez partie des visages qu'évoquera pour eux la devise de la 13e DBLE, More Majorum, à la manière de nos anciens. Pour tout ce que vous avez fait, en général, pour tout ce que vous incarnez. J'ai l'honneur aujourd'hui de présider votre adieu aux armes, de vous dire la reconnaissance de chacun dans cette cour des Invalides et de vous élever à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur. Vive la République, vive la France. Je vous sens ému, Thierry Burkhardt, en revoyant ces images. Moi, je voulais vous poser la question. Vous avez, et vous continuez à le faire, mais c'est 40 ans au service de notre pays. Moi, j'aimerais savoir finalement, quand le président de la République prononce ce discours devant vous, l'enfant que vous étiez, Adèle, puisque vous êtes né dans le territoire de Belfort, celui qui s'est marié à votre épouse, 3 enfants. Pour la petite anecdote, les 3 enfants sont dans la trajectoire, on va dire, des armées. Vous en direz quelques mots. En fait, vous avez pensé à quoi à ce moment-là, aux Invalides, ce 5 septembre 2025? En fait, dans la cour des Invalides, on est blindé. Et donc on n'est pas ému par grand-chose. Parce qu'en fait, on joue son rôle. Donc je suis plus ému là que je l'étais le 5 septembre dans la cour des Invalides.
Merci, mon général, pour tout. Alors, quand même, général, peut-être un mot, parce que moi, quand on a échangé sur votre famille, quand même, j'aimerais bien que vous disiez quelques mots sur vos 3 enfants et la trajectoire de vos 3 enfants. Mes 3 enfants ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et donc, Mais quand même. Non, mais ils ont fait vraiment ce qu'ils voulaient. Pas forcément d'ailleurs de manière assez simple pour eux. Donc ma fille aînée, effectivement, est médecin militaire. Elle termine son internat en février ou en mars 2027. Mon fils est pilote de ligne. Donc lui, il a choisi une autre trajectoire. Et le dernier, effectivement, a fait Saint-Cyr et sort en école d'application cette année. Donc ils seront aussi au service de notre pays. J'espère. Enfin, j'en suis sûr. On va pouvoir passer aux questions avec nos invités ce soir dans la salle à l'invitation de notre président Rodolphe Saadé. Merci. Peut-être qui va poser la première question au général? Et je crois que nos invités sont aussi autant émus que vous. Bonsoir, merci beaucoup mon général, merci à vous aussi. Ma question c'était par rapport à quand vous avez parlé au début, vous avez parlé de la confiance dans nos valeurs et mon impression c'est qu'on vit quand même dans une société qui est de plus en plus fragmentée, surtout par rapport à les valeurs et leur définition. Donc je suis curieuse de ce que vous pensez sont les valeurs les plus importantes qu'il faut tenir et comment les incarner derrière. Sur nos valeurs, les valeurs de nos sociétés, qui sont quand même des valeurs de liberté, mais de liberté bien comprise. Et je pense d'intégration, de solidarité entre soi. Je pense que ça, c'est des vraies valeurs. Après, c'est aussi des valeurs d'imagination, de créativité et d'engagement. Je pense qu'on y arrive comme ça. Alors, je suis pas si... évidemment, on voit bien comment aujourd'hui, en fait, on cherche systématiquement à plutôt poser les lignes de fracture plutôt que les choses qui nous rassemblent. Et c'est quelquefois assez inquiétant. Mais en fait, regardez, il y a quand même beaucoup de choses de bien qui se font et il y a encore des gens qui font. Je pense que là aussi, il faut être lucide. Euh, En fait, la cohésion nationale, ça ne sera pas 100% des Français qui croient à cette affaire-là. Mais est-ce qu'on a besoin de 100% des Français? Ça serait l'idéal. Mais en fait, je ne pense pas. En fait, nos systèmes, ils sont toujours conduits par des leaders qui, en fait, font déboucher. Et après, il y a des gens qui suivent. Et donc, en fait, oui, ça peut paraître un peu immense et on va y arriver. En fait, regardez autour de vous, il y a plein de gens. D'ailleurs, si vous êtes ici, c'est que vous croyez à ça et que c'est possible et qu'il y a des gens qui continuent à s'engager, qui font le bien. Et il faut seulement valoriser ces gens-là et ces gens-là entraînent les autres. J'ai délégué national de l'Ordre de la Libération. En fait, les Compagnons de la Libération, c'est 1038. Évidemment qu'en 1944, il y avait plus que 1038 Français qui s'étaient engagés pour libérer notre pays. Mais les Compagnons de la Libération, 1038, le chiffre à retenir, c'est que sur ces 1038, ceux qui sont décorés de la Croix de la Libération, c'est 78% des gens qui ont rejoint le général de Gaulle en 1940. Or, en fait, nous qui connaissons la fin de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, déjà on se dit qu'en 1940, c'était effectivement pas simple de choisir ça, mais eux qui ne connaissaient pas à la fin, en fait, vous voyez bien que c'est quand même des gens qui se sont dit, en fait, il faut y aller. Or, c'est à la fois pas énorme, mais pour autant, ces gens-là ont pris tous les risques. Et ces gens-là existent, j'en suis sûr. Donc il faut croire. Et après, il y a des autres qui ont rejoint. Mais je pense que le monde est fait ainsi. Tout le monde ne se lève pas d'un bloc et n'avance pas. Et donc, mais je pense qu'il y a le volume de Français pour qu'on puisse s'en sortir. Mais il faut avancer. Et c'est pas le sujet de la cohésion nationale, c'est pas comme je l'ai dit, c'est pas les armées qui le portent. En fait, c'est toutes les forces vives de la société. Et je pense qu'en particulier les entreprises, il y a beaucoup plus de Français qui travaillent dans les entreprises que de Français qui sont dans l'armée. Et la manière dont on commande ou on manage les gens qui sont dans les entreprises, en fait, je pense que c'est déjà un apport à la cohésion nationale. Est-ce que ces gens-là, s'ils croient déjà à leur entreprise et qu'ils se battent, en fait, déjà, ils apportent quelque chose. Donc, je suis assez... Je ne dis pas que tout est simple, mais je pense que si on dit la vérité aux gens, si on leur montre la voie et si on est exigeant, je pense qu'on peut faire et qu'on les considère, je pense qu'on fait avancer les choses.
Et ces gens-là, ils ont beau pas le montrer, le jour où on en a besoin, ils seront là. Donc je pense que c'est essentiel. Et donc ça veut dire qu'il faut... il y a évidemment un sujet de dire la vérité aux gens. Je pense que c'est probablement aujourd'hui ce qui manque le plus, et là non plus sans critiquer, mais j'ai une anecdote justement comme délégué national où, après ma prise de fonction, je suis allé dans une ville qui est Compagnon de la Libération, parce qu'il y a 1038 personnes, mais il y a aussi 5 villes qui sont Compagnons de la Libération et 18 unités militaires. Et donc cette ville-là, c'était le 81e anniversaire de la remise de la Croix de la Libération par le général de Gaulle à la ville. Très belle cérémonie organisée par le maire, qui avait les discours, etc., etc. En ressortant de la mairie pour le pot, en fait, le maire se fait interpeller par une dame qui lui dit « En fait, monsieur le maire, je suis une grand-mère et je ne veux pas que mon petit-fils meure à la guerre. » Et le maire lui dit « Vous avez raison, en fait, on ne fera jamais la guerre. » Ce qui est quand même incroyable. Et donc, j'ai dit, pas devant la dame, parce qu'il y a encore les élections municipales après, mais j'ai dit au maire, monsieur le maire, en fait, vous, déjà, je vous rassure, en fait, il n'y a jamais de grands-mères qui ont voulu que leur petit-fils meure à la guerre. Donc, cette dame-là n'est pas une exception, et tant mieux. La deuxième chose, en fait, je lui ai dit, mais ici, aujourd'hui, vous pouviez quand même assez facilement lui dire, la ville, elle respire la résistance et tout. Si des petits-fils n'étaient pas morts il y a 80 ans, en fait, vous ne seriez pas là. Et je pense que cette dame était prête à entendre ça. Et donc, il ne faut pas seulement écouter les gens. Je pense que c'est important d'écouter les gens, mais il faut aussi leur dire ce qu'on a à leur dire. Et je pense qu'il faut arrêter de mentir ou de masquer la vérité. Et donc, c'était un peu, parce que si on dit à la dame, mais en fait, si on ne veut pas se battre, on le dit tout de suite, et on installe Vichy, et l'affaire est réglée, et voilà, tout va bien. C'est vrai qu'il n'y a plus de morts. Rodolphe Sadet, une question. En général, vous me tendez une perche. J'ai regardé un reportage à la télé hier soir qui montrait une armée de robots. Et je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas la nouvelle guerre? Comme ça, vous pourrez répondre à cette dame qui vous disait, est-ce que nos enfants ou nos petits-enfants vont mourir à la guerre si on envoie des robots? Est-ce que c'est envisageable? Je pense qu'on n'a pas le droit de se dire qu'on n'aura pas d'armée de robots. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le traduire en disant qu'il n'y aura plus de morts. Mais je pense qu'il ne faut jamais refuser l'avancée technologique. On a toujours été confronté dans l'histoire à Crécy. En fait, on a accusé les Britanniques, les Anglais, de traîtrise parce que leurs arbalétiers tiraient à 300 mètres nos chevaliers et perçaient les cuirasses. Et on a dit c'est pas une manière de faire la guerre. En fait, quand il y a une avancée technologique, elle sera utilisée sur le champ de bataille. Donc soit on la laisse aux autres, soit on la prend aussi. On peut l'encadrer. Et je pense qu'il y a moyen d'utiliser des robots, des drones, de manière éthique. Je ne sais pas si c'est exactement le terme, mais pour autant, la guerre se fait dans des règles et vise à préserver un certain nombre de choses. Et je pense que ça, c'est possible, mais il ne faut absolument pas refuser ça. En tout cas, regardez bien ce qui se fait et donner à nos industriels les règles pour qu'ils développent ça. Donc, des armées de robots. Après, est-ce qu'il n'y aura plus d'hommes et qu'en fait, ça sera seulement sur le champ de bataille des robots, puis à la fin, on acceptera, mais ça ne marchera pas comme ça. Ça n'a jamais marché comme ça. On n'est pas dans une époque où on enverrait 2 personnes sur un ring et en fait où le boxeur gagne, en fait c'est le pays qui a gagné et on s'arrête là. En fait, ce n'est pas comme ça la nature humaine et c'est pas comme ça qu'on accepte. Donc malheureusement, je pense qu'on aura toujours des pertes et qu'il faut en être conscient. Et en fait, c'est pour ça qu'on a des armées et que c'est comme ça que les gens doivent comprendre que la guerre se passe. Mais je pense que la robotisation, que ce soit dans le domaine aérien, qui est le milieu qui est le plus facile à robotiser parce qu'il est très ouvert, dans le milieu sous-marin ou marin et sous-marin un peu plus difficile, et dans le milieu terrestre qui est plus compliqué, c'est le milieu le plus hétérogène. Oui, il y aura, et l'armée ukrainienne, avec une part de propagande derrière, mais a déjà manifestement conçu des unités où elle emploie ses robots de manière un peu groupée. Donc, je pense qu'on va forcément aller vers une robotisation de plus en plus importante, mais que cela ne se traduira pas, malheureusement, par plus de morts. Autre question, monsieur? Parce que vous continuerez à bombarder les usines de l'autre pour qu'ils ne fabriquent pas des robots et tout ce qui va avec. Il y a une question, monsieur Théophile Monnier. Et que les robots, ils sont quand même,
Mais je pense que c'est en fait, parce que dans les robots, en fait, il y a une étape encore à passer dans la robotisation, même si ça avance beaucoup, mais il y a quand même la manière d'employer les robots, et donc la manière de coordonner l'action des robots. Et aujourd'hui, on a plutôt 1000 fois un drone qui vole. Demain, il faudra que ça soit la capacité à organiser la bataille des drones, et que ça sera quand même des centres de commandement avec des hommes dedans, et que ces choses-là seront visées. Donc, il y a le but de ne plus avoir de morts à la guerre est quand même un peu utopique. D'ailleurs, c'est un peu surprenant. Vous avez entendu Trump qui dit ce qui changerait vraiment les choses, c'est s'il y a des morts américains. Sous-entendu, des morts des autres pays, c'est pas très grave, mais des morts américains, c'est important. C'est juste un peu fou comme appréciation. On vous entend bien. Merci pour cette question. Tout d'abord, je pense que c'est quelque chose qui est assumé de la part des Russes. En tout cas, ça ne les gêne pas du tout de faire ça. Et je pense que même c'est intentionnel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est intéressant parce qu'en fait, si vous regardez bien, en fait, ces drones en eux-mêmes ne représentent que peu de risques. C'est pas une menace. Même chose sur les drones sur le territoire national. Et en fait, on voit bien que cette action-là, elle se situe d'abord dans le champ informationnel. Et que l'effet principal produit par ces drones, et en fait, on importe une part de responsabilité, puisqu'en fait, on essaye de réagir face à ces drones dans le champ physique, alors qu'en fait, l'objectif produit est dans le champ informationnel et vise plutôt à faire croire aux Français en disant, vous voyez bien, on n'est même pas capable d'arrêter 3 drones qui survolent, qui rentrent, et donc on va quand même pas aller défendre l'Ukraine, si je raccourcis un peu. Et donc, en fait, c'est nous-mêmes qui augmentons un peu cette menace-là, et ça se transforme en disant on va faire une ligne Maginot et on empêchera tous les drones sur les frontières européennes de pénétrer. Ce qui est juste, déjà, on n'y arrivera jamais. Déjà, les drones, les 3/4 décolleront ou décollent déjà de l'intérieur de l'Union européenne. Donc, en fait, c'est intéressant de faire. Après, justement, dans la guerre, avant la guerre, il faut laisser zéro doute à nos amis en face. C'est-à-dire, le drone, il vole de 10 mètres chez nous, bah, il faut l'abattre. Et il faut le dire. Évidemment. Question ici, à gauche. La question est la suivante, s'il vous plaît. Quel lien existe selon vous entre l'effondrement de l'ordre international actuel ou la remise en question du droit international et l'émergence des courants néo-réactionnaires en Occident? Merci. Il y a forcément une relation. Après, je ne sais pas exactement quelle est la part de responsabilité des uns et des autres. Je pense qu'il faut quand même constater que l'ordre international n'a probablement pas réussi à être à la hauteur des attentes. Et qu'on est obligé de constater, nous militaires, en fait, l'inefficacité ou en tout cas la perte d'efficacité des opérations de maintien de la paix et l'incapacité à l'ONU de s'imposer sur un certain nombre de sujets, évidemment avec tout un tas de raisons. Mais en tout cas, ça a nourri les groupes qui, en fait, ont voulu, qui existaient probablement déjà. Mais en tout cas, ça a alimenté. Et je pense que ça, c'est vraiment un sujet qui est clé, c'est-à-dire, et en particulier, je dis bien dans le champ informationnel, c'est-à-dire du message qu'on envoie, c'est-à-dire l'incapacité à faire, en fait, est destructeur et nourrit, en fait, le sentiment des opinions publiques, mais en fait, travaillées par des gens. Et donc, c'est un peu la même chose. Je ne sais pas si vous aviez entendu, pour toute proportion gardée, mais c'est un peu la même démarche. Et quand il y avait eu un séminaire gouvernemental sur la simplification, et en fait, le président de la République ou le Premier ministre, mais je pense que c'était le président de la République, avait dit attention, l'efficacité de nos administrations à répondre en temps, en heure, efficacement, simplement, à bas coût, aux besoins de la population, en fait, est quelque chose qui fragilise nos démocraties. C'est juste quelque chose qui est utilisé pour dire, en fait, nos systèmes ne fonctionnent plus. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Alors, vous voyez bien qu'en fait, notre complexité administrative, en fait, on en porte une responsabilité. C'est pas parce qu'il y a des gens qui... Mais notre incapacité à passer au-delà, mais en fait, pour les organisations internationales, c'est un peu la même chose.
à s'occuper de problèmes qui n'en sont pas, ou en tout cas qui ne sont pas de premier ordre, et à ne pas régler les problèmes majeurs, en fait, c'est un sujet de décrédibilisation et ça nourrit les gens qui cherchent à détruire ce système-là. Il y avait une question au fond de la salle. Monsieur, présentez-vous. Bonsoir, mon général Gauthier Laroche-Brochard, je suis en charge du département juridique dans la division logistique du groupe. J'avais une question sur les moyens humains. Est-ce que vous pensez que dans cet environnement bouleversé, et donc le recrutement dans nos armées répond à des critères qui ont évolué? Est-ce que les clés de recrutement doivent évoluer face à cet environnement qui est effectivement bouleversé, comme vous l'avez décrit? Alors, en fait, oui, évidemment, le recrutement, il évolue dans les besoins qu'on a. Mais en fait, je pense que vous en rendez bien compte. En fait, dans les armées, on ne recrute pas quelqu'un dont on a besoin. En fait, on recrute quelqu'un qu'on forme sur le besoin qu'on a. Et je pense que ça, c'est une différence importante et clé dans la manière. En fait, le civil achète, même s'il y a un effort de plus en plus important de formation des gens que vous recrutez dans les entreprises civiles. Mais en fait, l'armée, véritablement, recrute quelqu'un en lui disant viens et je vais t'apprendre le métier dont j'ai besoin que tu apprennes. Ce qui explique aussi, des fois on dit OK, il y a un taux d'attrition qui est important. En fait, ce qui n'est pas totalement anormal. Déjà, il y a le choc, rentre dans le milieu militaire et c'est des choses aussi basiques que, en fait, il y a des gens qui n'ont jamais dormi à deux dans une chambre, pas dit dans le même lit, à deux dans une chambre, et pour qui partager un lavabo est quelque chose qui est un peu extraordinaire. Et en fait, il y a des gens qui ne passent pas cette étape-là, et en fait, qui partent parce que ils se disent pas, je vais réussir à m'adapter à ça. Mais il y a aussi des gens pour qui, en fait, finalement, ils ne vont pas trouver le métier qu'ils avaient pensé trouver. Donc, c'est assez logique qu'on ait quand même un taux de déchets, c'est pas un beau terme, mais finalement de gens qui ne trouvent pas la voie dans laquelle ils viennent. Mais c'est bien ça notre sujet, c'est réussir à former des gens. Après, moi, je suis assez confiant aussi. En fait, on me disait, oui, mais les technologies modernes, c'est compliqué et tout. Oui, enfin, sauf que les gens qu'on recrute aujourd'hui, ils sont pas comme moi. Ils ont toujours utilisé leur téléphone portable, jongler sur les réseaux, faire ceci, faire cela. En fait, ça leur est quelque chose qui est beaucoup plus naturel que ma génération. Et donc, en fait, ces gens-là arrivent quand même plutôt assez bien armés. C'est à nous, d'une part, de les former correctement et de réussir à les garder suffisamment longtemps. Et c'est aussi notre rôle à nous de faire en sorte qu'on ait des matériels qui soient employables simplement. Parce que ça aussi, c'est un gage d'efficacité. Donc, oui, il faut qu'on fasse évoluer notre recrutement. Mais j'aurais tendance à dire, c'est pas... vous avez raison quand même, dans le sens où il y a probablement des liens à trouver entre le civil et le militaire sur tous les métiers en tension qui sont informaticiens. En fait, c'est les mêmes. Hein. Il n'y a pas deux bassins de recrutement, on recrute sur la même chose. Et probablement avec des passerelles. Ça, c'est un peu le rêve de tous les DRH, d'avoir quelque chose qui soit un peu plus souple. On s'en approche. On a des officiers commissionnés, on a des officiers sous contrat. Je pense que c'est quelque chose qui marche assez bien. Il faut qu'on continue à travailler dans ce domaine-là. On va prendre mon général, 2 ou 3 dernières questions. Mon général, commandant Danilou, chef du centre de recrutement des forces armées de Marseille. J'aurais pu répondre. Mon général, quand on voit que les Russes doivent recruter 30 000 soldats par mois, 30 000 par mois, est-ce qu'on peut penser que la guerre s'arrêtera faute de combattants, soit chez les Russes, soit chez les Ukrainiens? Très bonne question sur la tension des ressources humaines. Je complète juste ma réponse. En revanche, c'est pas qu'on doit recruter différemment. On doit élargir le vivier des gens qui se disent oui, c'est possible de faire un métier militaire. Et ça, aujourd'hui, la surface de contact entre les armées et le monde civil est devenue minuscule. Et ça, on a vécu sur un post-service militaire où dans les familles, il y avait encore quelqu'un qui était capable de dire à un garçon ou de ne pas lui dire non mais je ne connais pas ça, ne va surtout pas là. Aujourd'hui, c'est fini. Donc on a un vrai sujet d'augmenter la surface de contact et de dire aux gens mais en fait, vous pouvez faire ça. Et quand je dis aux gens, vous avez bien compris que c'est aux hommes et aux femmes, parce que c'est encore plus important chez les femmes. Or, en fait, les femmes peuvent occuper tous les postes qu'il y a dans les armées. Je ne dis pas que c'est simple, mais en fait, c'est la voie de la facilité pour personne. Et qu'aujourd'hui, si on ne recrute pas des femmes, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de place pour elles. C'est d'abord un frein que se mettent les femmes elles-mêmes. Maintenant, sur le sujet du recrutement, effectivement, le sujet RH, et donc la démographie, est quelque chose qui est essentiel. Il y a un déséquilibre, comme à peu près dans tout, entre les Ukrainiens et les Russes.
avec des approches un peu différentes. Et c'est en ça que probablement, enfin j'en suis sûr, la guerre en Ukraine est déjà aujourd'hui un échec stratégique pour la Russie. En fait, la Russie ne recrute plus ses soldats, elle les achète. Et je pense que là, quand on parle de valeur aussi, non pas pour diaboliser la Russie, ce qui n'a pas de sens, mais en fait, aujourd'hui, il y a quand même un commerce qui s'est fait. La dernière mesure, c'est en fait les dettes des gens qui s'engagent pour aller en Ukraine, les dettes sont effacées en Russie. Voilà, il y a des sommes astronomiques à l'échelle de la Russie qui sont versées aux familles des morts en opération. Il y a le salaire des soldats qui est en gros, je pense, entre 3 000 et 4 000 euros équivalent, alors que le salaire des médecins a été remonté à 1 000 euros, équivalent 1 000 euros. En fait, vous voyez bien que le jour où la démobilisation va arriver, en fait, ça va être une explosion. C'est très inquiétant pour la société russe, indépendamment du signal qui aura été envoyé que, on le savait déjà, mais en fait, que les familles vont voir que le coût de la vie humaine n'a aucun sens. Maintenant, effectivement, il y a un vrai sujet, et c'est des deux côtés. Hein. Les Ukrainiens peinent aussi à recruter. Et c'est quelque chose qui est très tendu. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on cherche, vous avez raison, Monsieur le Président, à mettre des robots à la place, parce que c'est aussi, mais sur nos bateaux aussi, dans nos avions aussi, en fait, on cherche à réduire le nombre d'hommes engagés, parce que c'est une ressource qui est critique, et c'est celle qu'il faut le plus de temps pour construire, entre guillemets. Donc, je ne sais pas si ça s'arrêtera à faute de combattants, mais de toute façon, à un moment, c'est quelque chose qui jouera un rôle essentiel. La Russie ayant quand même un matelas qui est un peu plus important. Mais je pense que les recrutements aujourd'hui sont quand même essentiellement des recrutements qui sont dans les républiques un peu éloignées. Et ce n'est pas à Saint-Pétersbourg ou à Moscou que ça recrute, parce que je pense qu'il y aurait une tension un peu forte, un peu plus forte sur le régime. Donc la donnée démographique est incontournable. Il y avait une question, madame. Bonjour, Émilie Espanet, secrétaire générale de la coalition New Énergique pour la décarbonation des transports. Vous avez dit que l'inaction était plus coûteuse que l'action. Quelle est votre vision du nucléaire dans un usage maritime civil ? Je ne maîtrise pas tous les paramètres. Vous pouvez utiliser un joker, si vous voulez, général. Non. Objectivement, si je discute, c'est café du commerce. Mais ça c'est en fait l'inaction, attendre sans rien faire est probablement pas la bonne solution. Il y a des choix à faire. On a avancé, même si je comprends que la France a plus ou moins n'a plus mis de priorité sur les petits réacteurs, small modular réacteurs. Hein, je pense que c'est ça, SMR, c'est ça. Je pense qu'il y a des vraies questions à se poser. En tout cas, ce qui est sûr, enfin, ce qui est sûr, c'est pas sûr, mais ce que je constate, mais c'est un peu. En fait, on voit bien que tout ce qui nécessite des infrastructures importantes aujourd'hui devient, à mon avis, prohibitif en termes de coûts, de recyclage et compagnie. Et qu'il y a quand même plutôt quelque chose qui doit être au plus proche et quelque chose au plus simple. Voilà. Alors, je ne sais pas si la décarbonation et donc mise en place de propulsion nucléaire est la solution d'avenir. Je ne suis pas capable de le dire parce que je ne maîtrise pas ça. Mais en tout cas, ce n'est pas en faisant rien que ça va se résoudre. Madame. Là, il y a d'autres experts. Hein. Allez-y. Bonsoir, Yosra Jaraya, Astran. Monsieur le Général, il n'y a pas de guerre à proprement parler sur notre sol. Pourtant, nos hôpitaux, nos infrastructures critiques, nos entreprises font l'objet de cyberattaques incessantes et parfois malheureusement réussies. Est-ce que votre prisme compétition, contestation, affrontement permet aussi de mieux comprendre la situation dans le cyberespace ? C'est exactement ça. C'est en fait, aujourd'hui, il y a déjà une forme de guerre, de compétition, et c'est sous le seuil de l'engagement armé, c'est difficilement attribuable, même si en fait, ce n'est pas formellement attribuable, même si en fait, toutes les analyses montrent bien que c'est des groupes qui sont installés en Russie ou sous-traités par les Russes qui attaquent. Et donc, c'est ça qu'on doit durcir. Et donc, on voit bien qu'en fait, ce n'est pas seulement durcir les installations militaires, mais c'est durcir l'ensemble de la société. Là aussi, probablement pas en se disant, parce que je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez, mais en fait, empêcher une attaque informatique est quasiment impossible, sauf à n'avoir plus personne qui consulte rien du tout, en fait, de plus avoir d'informatique avant même de se faire attaquer. Mais je pense qu'il faut, c'est être capable de concevoir des systèmes où le cœur résistera et en fait permettra la remontée en puissance, ce qui en soi est pas un grave dommage. Donc il faut s'organiser pour ça, et c'est bien un sujet interministériel. Le cœur de souveraineté, il n'est pas que militaire. En fait, il est interministériel.
et que en fait, ces attaques-là sont juste la guerre avant la guerre. C'est déjà la phase de compétition, on est en plein dedans. Une dernière question. D'un coup, j'ai dit dernière question. Il y a 3 questions qui se lèvent. Vous voyez, c'est le levier. Oui. Bonjour. Bonjour, Franck Schex, directeur Sûreté Groupe. En général, au cœur de vos propos, l'homme et la femme, j'allais dire donc les ressources humaines. Vous avez parlé de souveraineté stratégique. La guerre à haute intensité, vous l'avez vous-même conceptualisée quelques mois avant l'entrée en guerre en Ukraine de la Russie en octobre 2021, si mes souvenirs sont bons. Aujourd'hui, l'armée de terre, justement dans les rétextes qu'elle fait, s'est adaptée, et les armées notamment dans le commandement. Et on parle aujourd'hui de commandement par intention, par l'intention. Quelle est votre vision du commandement aujourd'hui dans la guerre à haute intensité, dans la mesure où vous aussi, vous avez bien sûr servi au feu, commandé des hommes, et avec derrière une idée aussi peut-être d'application au management, un mot que vous avez employé, qui est celui en fait qu'on emploie dans le secteur civil, dans l'entreprise, pour parler du commandement. Alors, le commandement par intention, puisqu'en fait, c'est là un peu le cœur de la question. En fait, ce n'est pas quelque chose qui est directement lié à la guerre de haute intensité. Mais en fait, quand ça revient où c'est plus fort parce qu'il y a des volumes engagés et des complexités de situation. Je pense qu'effectivement, le commandement par intention est quelque chose qui, en fait, vise à pleinement utiliser les compétences de ses subordonnés. Et là aussi, quand je dis défendons nos valeurs, je suis convaincu que nos officiers, nos sous-officiers sont mieux formés que les officiers et les sous-officiers de nos adversaires. Alors, soit on applique un système de commandement où on n'exploite pas leur capacité d'initiative, de détermination, d'agilité, ou soit on l'utilise. En fait, le commandement par intention est véritablement quelque chose qui vise, en fait, si on le définit, c'est un peu, soit c'est une définition militaire, mais c'est un peu avoir l'humilité de se dire que les subordonnés qu'on a bien formés, face à une situation sur le terrain, seront capables de prendre une décision aussi bonne que nous, voire meilleure, parce qu'en fait, ils seront au contact. Et je pense que ça marche, ça se prépare et ça s'organise. Et la première chose, ça veut dire qu'il y a des conséquences aussi dans ce que fait le chef. Donc il y a un vrai sujet d'anticipation, évidemment, mais ça, l'anticipation, c'est vrai partout, mais il y a un sujet d'orientation. Et en fait, le chef doit donner des orientations, c'est-à-dire il donne son intention. Et il ne dit pas comment on va faire, il dit l'objectif qu'il faut atteindre, et donc le pourquoi on fait ça, son objectif à lui, pas l'objectif du chef, lui il va le trouver, le chef sur le terrain. L'objectif qui est loin, c'est ça qu'on va faire. Et il donne son... il a réfléchi, une intention c'est quelque chose qui se réfléchit, l'orientation c'est quelque chose qui se réfléchit, il va un peu fixer son cadre espace-temps et dire pour quand, et un peu la manière. Est-ce qu'il veut faire ça en force, est-ce qu'il veut se faire en souplesse? Enfin, il y a tout un tas de définitions, mais ça marche aussi sur des choses plutôt organiques qu'opérationnelles. Et en particulier dans les choses non opérationnelles, parce que le commandement par l'intention, c'est pas que pour les opérations, je pense qu'il dit aussi, il définit en fait le périmètre dans lequel la solution doit être trouvée. Ça, c'est pas opérationnel, c'est plutôt organique. Parce qu'en fait, ces subordonnés, ils travaillent dans le domaine, la bac à sable qu'on leur a donné. En fait, quand il y a des choses qu'on n'arrive pas à résoudre, c'est que généralement, en fait, la solution, elle n'est pas dans le bac à sable dans lequel on travaille, mais elle est probablement en partageant le bac à sable avec le mec d'à côté. Et donc ça, c'est le chef qui doit dire, en fait, la solution, elle doit se trouver un peu, tu peux te déborder un peu pour aller voir et trouver une solution avec l'autre. Je caricature un peu. C'est vrai aussi dans le domaine opérationnel. Et je pense que c'est ça. Et donc la subsidiarité, là, elle peut s'appliquer, mais vous voyez bien que ça nécessite quand même que le chef, il ait réfléchi et qu'il ait donné une orientation. Après, il se dit, la personne que j'ai formée, en fait, elle va trouver la solution. La subsidiarité, il ne faut pas seulement l'appliquer quand en fait, on a perdu complètement contrôle de tout, en disant débrouillez-vous les mecs pour faire. Non, la subsidiarité, ça s'apprend aussi sur les choses simples, où en fait, c'est vrai que c'est quelque chose où le chef pourrait facilement ramasser la mise et briller, mais en fait, il laisse son subordonné ramasser la mise et briller parce que c'est à lui qu'il a donné la mission et c'est lui qui a réussi. Allez, pour pas qu'il y ait de frustration, la dernière question que monsieur avait levée, que ça sera la dernière. Bien sûr. Mon général, merci beaucoup pour votre propos.
Un élément qui m'a marqué dans votre propos liminaire, c'était le point sur le besoin d'avoir un pilier européen de l'OTAN notamment, et particulièrement sur la question de l'implication allemande. La question que j'ai pour vous, c'est quel devrait être le leadership de la France quand on veut faire une défense européenne et que il y a l'exemple du SCAF par exemple qui est plutôt opportun aujourd'hui, qui est un peu tombé à l'eau. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit avoir plus de leadership? Est-ce qu'au contraire on doit essayer d'unir d'autres forces? Parce que le sentiment qu'on a, c'est qu'on perd un peu cette bataille de l'Europe actuellement. Moi, je pense profondément qu'en fait, il n'y a aucun pays européen qui peut exercer le leadership tout seul en Europe, comme le faisaient les Américains, qui était un vrai leadership et qui était finalement accepté de tous, qui était un peu la voie de la facilité. J'ai été à des réunions de l'OTAN où il y avait tous les chefs d'état-major. En fait, au bout de 20 minutes, c'est plus ça maintenant, parce que les Américains ont désengagé, mais jusqu'à récemment, en fait, au bout de 20 minutes, si ça discutait trop, l'Américain ne sifflait pas, mais c'était à peu près ça, en disant « Ok, très bien, mettez-vous d'accord, ou voilà comment on va faire ». Et tout le monde acceptait. Le lendemain, il y avait la réunion des chefs d'état-major de l'Union européenne, donc en fait, avec presque les mêmes, mais sans les Américains. En fait, les discussions ne débouchaient pas. Donc il y a un petit sujet de maturité aussi, de dire « Ok, c'est pas parce que si je ne compte pas toujours sur l'Américain pour siffler la fin de la partie. En fait, je suis capable de trouver une solution entre nous. Et je pense que de fait, il ne peut pas y avoir un leadership unique, il n'y a pas un pays. Ça ne sera accepté par personne que le fait qu'il y ait un seul pays européen qui exerce leur leadership comme le faisaient les Américains. Je ne pense pas que ça soit très très grave, mais ça nécessite un petit effort. Évidemment, je vous l'ai dit, avec les Britanniques, c'est assez facile parce qu'il y a une vraie communauté de pensée dans l'action. Avec les Allemands, c'est un peu plus compliqué, surtout maintenant. En fait, ils ont longtemps été en arrière de la main sur ces sujets-là. En fait, aujourd'hui, si je caricature, en fait, ils se voient assez bien comme jouer les Américains de l'Europe. Et je pense que ce n'est pas acceptable et qu'il ne faut pas le laisser et qu'il y a plein de pays qui ne veulent pas et ce serait dangereux. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire sans les Allemands. Évidemment qu'on a besoin des Allemands. Voilà. Mais donc, il y a une solution politique à trouver. Ce n'est pas les armées qui vont le trouver. En fait, les armées, aujourd'hui, elles savent travailler ensemble parce que l'OTAN, parce que l'interopérabilité, ce n'est pas un sujet de faire une seule armée européenne. Aujourd'hui, on peut faire. De toute façon, une armée européenne au sens de fusion, déjà est très loin. Et de toute façon, avec la gouvernance actuelle, n'a aucun sens. Voilà, donc il faut vraiment avancer dans le domaine de la gouvernance et trouver des solutions. Mais vous voyez bien que le SCAF que vous présentez comme un bon exemple, je ne sais pas si c'est un bon exemple. Je constate quand même qu'en Europe, en fait, on avait déjà deux projets. Le SCAF franco-allemand, mais qu'il y avait les Britanniques et les Italiens qui faisaient la même chose. En fait, les États-Unis ne se permettent pas ça, de faire deux types d'avions en compétition. Et nous, on croit qu'en Europe, avec un marché moindre, on va réussir à développer deux systèmes concurrents, alors même que les Américains ont déjà inondé le ciel de F-35, qui est un espèce de SCAF avant l'heure. On espère tous que le SCAF sera meilleur que le F-35. En fait, globalement, on est quand même sur à peu près le même type de choses. Donc, il y a un vrai sujet aussi de réalisme et de pragmatisme. Évidemment que tous les pays et tous les industriels sont contents de dire « mais je vais réussir à faire ». Mais en fait, il n'y a pas la place pour ça. À un moment, il faut que le sens des réalités et le réalisme s'impose. Et que le pouvoir politique doit dire très bien, mais on va faire comme ça. Et ça, c'est évidemment que c'est là aussi, c'est un projet et donc un renoncement. Et qu'il faut savoir expliquer aux gens. Alors, général, ça tombe bien puisque vendredi, nous organisons à Paris une grande journée sur les enjeux de souveraineté industrielle et de défense avec les médias de SEMA Média, La Tribune, BFM et RE Cosmos. Ce sera ma dernière question. Il y aura de nombreux industriels. Vous voyez, je fais un peu de pub pour la journée de vendredi. Vous êtes tous invités et bien entendu, mon général aussi. 2000 participants à notre forum de vendredi à la mutualité. Les plus grands industriels seront là. Beaucoup, aujourd'hui, 2 milliards d'euros sont investis, bien sûr, dans les équipements militaires. Et ça va continuer, bien entendu, compte tenu des enjeux que vous avez décrits ce soir. Mais on sait aussi qu'une guerre se gagne sur le long terme par notre capacité à produire plus, à réparer, à financer, à transporter. Est-ce que finalement, vous pensez que l'économie française est prête à devenir une économie de défense plutôt qu'une économie de guerre? Alors, je ne sais pas si elle est prête, mais en tout cas, il faut y aller. Et je dis bien le sujet de la soutenabilité. Et non pas seulement, ce n'est pas une critique, mais en fait, il ne suffit pas d'avoir des ingénieurs qui prennent leurs pieds et qui inventent un beau truc aujourd'hui. En fait, oui, on doit être capable de jouer dans la haute technologie. En fait, la haute technologie, ça coûte cher. Et quand on doit être capable de soutenir des opérations, on doit être capable de
de faire face à des stratégies d'usure et de saturation. En fait, on ne peut pas travailler qu'avec des rêves d'ingénieurs et tout le monde préfère construire une Ferrari qu'une 2 chevaux. En fait, une Ferrari, elle gagne une course et en fait, le but, c'est de gagner la guerre, c'est pas de gagner une course. Et donc, il y a un vrai sujet et je dis bien de réalisme. Et ça, c'est un travail. Les armées doivent ont une part de responsabilité aussi dans l'expression du besoin. Probablement qu'on est des fois un peu, je pense que ça a changé, mais on a probablement été trop gourmand et on veut toujours un peu obtenir le mouton à 5 pattes. En fait, c'est pas ça qui fait gagner la guerre. Donc il faut être capable de, oui, se projeter en disant comment je veux faire la guerre, mais après il faut être réaliste dans ce qu'on exprime et après il faut trouver les solutions qui conviennent et ensuite trouver le mode de développement. Parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui est essentiel et une grande partie des coûts, en fait, est liée au mode de développement. Et qu'aujourd'hui, en particulier dans des choses qui évoluent très très vite, il y a, oui, évidemment, quand vous faites le Rafale ou quand vous faites une frégate ou un char, c'est des grosses séries. Mais le reste, je pense que ça mérite vraiment d'être très questionné. Peut-être un dernier mot. Tout à l'heure, dans les propos d'Emmanuel Macron, il a évoqué votre parcours dans la Légion étrangère. Qu'est-ce que vous avez appris à la Légion étrangère que vous souhaiteriez partager ce soir à nos invités? En fait, la Légion étrangère, qui est d'abord, en fait, la base de la Légion étrangère, c'est son système d'intégration. En fait, la première étape, c'est quand même de faire en sorte que des gens de 160 pays soient capables de travailler ensemble et que ça, c'est si on ne passe pas cette étape-là, en fait, ça ne marche pas. Et en fait, l'étape zéro de cette affaire-là, c'est déjà leur apprendre à parler français est un bien grand mot, mais en tout cas, avoir le vocabulaire de survie pour comprendre, s'exprimer et vivre. Et ça, c'est pas quelque chose qui se fait sans contrainte. Enfin, entendez-vous bien, il ne s'agit pas de contrainte, mais ça ne se fait pas naturellement. On ne laisse pas les gens dans un coin en disant bah, tu reviens dans 3 semaines et tu sauras parler français. C'est pas vrai. Ça ne se fait pas comme ça. Et quand il faut faire la fusion des cultures, en fait, c'est aussi quelque chose qui se fait, je dis bien par la contrainte, une contrainte positive, mais c'est aussi quelque chose qui se fait parce que on fournit aux légionnaires, celui qui vient, on lui fournit l'idée, enfin l'image d'une communauté en fait qui a ses règles, non pas des règles exclusives vis-à-vis des autres, mais qui fonctionnent sur des règles qui sont tracées, je dis souvent au crayon assez gras, parce qu'en fait là aussi il faut que les choses soient assez simples pour qu'elles soient comprises par tout le monde, et c'est pas quelque chose où on laisse le légionnaire interpréter, sinon c'est la fin. Voilà, donc c'est pas un règlement différent de l'armée française, c'est juste que les règles sont très claires et elles sont appliquées de manière très très claire, et c'est ça qui permet de fonctionner. Et que ce système-là, c'est construit sur le code d'honneur du légionnaire. Et le code d'honneur du légionnaire, le légionnaire l'apprend. Il l'apprend d'abord phonétiquement, mais il l'apprend et on lui explique ce que ça veut dire. Et on le juge par rapport au code d'honneur du légionnaire. Et je pense que c'est ça que ça apprend la Légion étrangère, c'est que, oui, et ça apprend aussi qu'en fait, parce que c'est un peu le cœur de la Légion étrangère, c'est qu'en fait, tout le monde a sa chance. Déjà, les légionnaires, c'est quelqu'un à qui on donne bien souvent une deuxième chance. C'est des gens qui arrivent cabossés ou pas cabossés. Mais en fait, on dit, ben, toi, je te prends comme tu es. Et si tu fais l'affaire, tu feras le job et on te garde. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est assez fort. Et il y en a dans la salle, ici, là, j'en vois un là-bas, de légionnaires. Merci, mon général. Merci, Thierry Burkhardt.